Au sein d'un orchestre prestigieux, un violoniste virtuose et aveugle est la cible de moqueries pour sa prétendue incapacité à s'accorder. Lors d'un vol en haute altitude, il est le seul à percevoir un sifflement, une note pure et aiguë que les autres qualifient de fantasme. Mais ce son, invisible aux yeux et inaudible aux oreilles ordinaires, est le murmure de la mort, une fissure microscopique dans la carlingue. Il devra se battre contre le mépris de ses collègues pour transformer sa perception unique en un avertissement qui pourrait tout les sauver. Si vous aimez les histoires où un don exceptionnel se révèle dans l'adversité, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde de Julien Dubois n'était pas fait de lumière et d'ombre, mais de fréquences et de timbres. Aveugle de naissance, il avait appris à naviguer dans l'existence non pas avec ses yeux, mais avec ses oreilles, qui s'étaient développées en des instruments d'une précision presque surnaturelle. Il ne voyait pas un visage, mais il entendait la géographie unique d'une voix, le rythme cardiaque subtil qui trahissait la nervosité, le froissement d'un tissu qui révélait un mouvement. Pour lui, le silence n'existait pas, il n'y avait que des textures sonores, des symphonies complexes là où d'autres n'entendaient que du bruit de fond. Ce don, couplé à un talent musical inné, avait fait de lui l'un des plus grands violonistes de sa génération. Il était le deuxième soliste de l'Orchestre Philharmonique National, une position qu'il avait conquise non pas par pitié, mais par une virtuosité technique et une profondeur émotionnelle qui laissaient les critiques et le public sans voix. Son violon, un Guarnerius de 1742, était une extension de son propre corps. Sous ses doigts, l'instrument ne jouait pas seulement de la musique, il parlait, il pleurait, il exultait. Mais au sein de l'orchestre, son don était une arme à double tranchant. Si personne n'osait critiquer ouvertement son jeu, sa cécité et son oreille absolue étaient la source d'une condescendance constante et de moqueries à peine voilées. Le principal reproche, l'attaque la plus fréquente, concernait son accordage. Avant chaque concert, chaque répétition, Julien passait un temps qui semblait interminable à accorder son instrument, tournant les chevilles d'une fraction de millimètre, l'oreille collée à la caisse de résonance, cherchant non pas une approximation, mais la perfection absolue du La à 442 Hz. Pour ses collègues, cette méticulosité était une excentricité, une perte de temps. Le premier violon, un homme talentueux mais arrogant nommé Frédéric, ne manquait jamais une occasion de le railler. « Alors, Julien, tu entends chanter les anges ou c'est juste ton violon qui est encore faux ?» lançait-il parfois, provoquant des rires étouffés parmi les autres musiciens. Ils ne comprenaient pas. Pour eux, l'accordage était une formalité. Pour Julien, c'était le fondement de tout. Il entendait des harmoniques, des battements, des interférences que leurs oreilles, émoussées par la vision, ne pouvaient pas percevoir. Il entendait la musique non pas comme une série de notes, mais comme une architecture de fréquences, et une fondation imparfaite compromettait tout l'édifice. Ce matin-là, lors de la répétition générale avant leur départ pour une grande tournée internationale à New York, la tension était particulièrement palpable. Ils travaillaient sur une pièce contemporaine complexe, remplie de dissonances et de rythmes changeants. Le chef d'orchestre, un maestro exigeant, arrêta la session pour la 3e fois. Les cordes. Il y a quelque chose de faux. Une acidité dans le son. Frédéric, Julien, vérifiez votre accordage. Frédéric, exaspéré, joua un la puissant et juste. Tous les regards se tournèrent vers Julien. Il leva son violon et joua la même note. Pour la plupart des musiciens, le son était parfait. Mais Julien secoua la tête. Non, c'est légèrement trop bas. D'un coma. Un murmure d'incrédulité parcourut les rangs. Un coma, la plus petite des subdivisions d'un ton, était une nuance acoustique presque théorique, inaudible pour l'oreille humaine moyenne. Frédéric leva les yeux au ciel. « Ne recommence pas avec tes histoires de coma, Julien. C'est dans ta tête. Tu es accordé. » « Je ne suis pas accordé, insista calmement Julien. Il ajusta l'une de ses chevilles d'un mouvement infinitésimal et joua à nouveau la note. Le son qui s'éleva était d'une pureté cristalline, et soudain, par contraste, la note précédente sembla effectivement terne et légèrement fausse. Le chef d'orchestre, qui connaissait le don de Julien, hocha la tête. « Reprenons. » Mais l'incident laissa un goût amer. Julien entendit les chuchotements, les sarcasmes. Il fait son intéressant. Comment peut-il savoir? Il ne voit même pas ses propres doigts. Il rangea son violon, son visage un masque d'impassibilité, mais à l'intérieur, il ressentait la blessure familière de l'incompréhension. Son don, sa perception unique du monde, était constamment interprété comme une faiblesse, une excentricité, une folie. Il ne savait pas encore que ce même don, cette même capacité à entendre ce que personne d'autre ne pouvait entendre, allait bientôt être le seul rempart entre 80 musiciens et une mort silencieuse dans le ciel. L'excitation était palpable dans la cabine de l'avion charter qui emmenait l'Orchestre Philharmonique National vers New York. C'était l'apogée de leur saison, une série de concerts prestigieux au Carnegie Hall qui pouvait consacrer leur réputation internationale.
L'ambiance était celle d'une colonie de vacances pour adultes. Des rires, des conversations animées, le bruit des bouchons de champagne qui sautaient. Les musiciens, libérés de la discipline rigide des répétitions, se détendaient, formant de petits groupes, jouant aux cartes, lisant. Pour Julien, cependant, un vol était toujours une épreuve. Il était privé de son principal moyen de navigation, le son. Le rugissement constant et assourdissant des moteurs à réaction était un bruit blanc qui effaçait toutes les nuances subtiles de son environnement. C'était l'équivalent auditif d'un brouillard épais pour une personne voyante. Il se sentait vulnérable, désorienté, dépendant de son voisin de siège, qui était, par une ironie du sort, Frédéric, le premier violon. Frédéric, absorbé par un magazine de montres de luxe, l'ignorait superbement. Julien se réfugia donc dans son propre monde intérieur, son casque audio sur les oreilles, écoutant des enregistrements de Jacha Effetz, son idole, analysant chaque coup d'archet, chaque vibrato. L'avion décolla, s'éleva à travers les nuages et atteignit son altitude de croisière, 11 000 mètres au-dessus de l'Atlantique. Le signal des ceintures de sécurité s'éteignit, et les hôtesses de l'air commencèrent leur service. Julien retira son casque, essayant de s'acclimater au paysage sonore de la cabine. Il y avait le bourdonnement des moteurs, bien sûr, mais aussi le ronronnement du système de ventilation, le cliquetis des verres, le murmure des conversations, le bruit des pages que l'on tourne. C'était un orchestre de son familier, une symphonie de la banalité d'un vol long courrier. C'est alors qu'il l'entendit. Ce fut d'abord une sensation, une présence presque subliminale. Une note. Une note unique, pure, incroyablement aiguë, à la limite de l'audition humaine. Elle était fine comme un fil de soie, mais d'une constance et d'une clarté absolue. Elle se superposait au bruit blanc des moteurs, comme un piccolo jouant une note unique et infinie au milieu d'un touti assourdissant de contrebasse. Il fronça les sourcils, tournant la tête pour essayer de localiser la source du son. Il semblait venir de sa gauche, du côté du hublot. Il se pencha, tendant l'oreille. Le son était plus net ici. Un sifflement. Un sifflement d'une pureté cristalline, sans aucune des fluctuations ou des harmoniques d'un son mécanique normal. Frédéric, agacé par son mouvement, baissa son magazine. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu essaies de t'envoler. » Julien ne releva pas le sarcasme. « Tu n'entends pas ça ?» demanda-t-il, sa voix tendue. « Ce sifflement. » Frédéric tendit l'oreille, une expression d'exaspération sur le visage. « J'entends les moteurs, Julien. Comme tout le monde. C'est un avion, pas une salle de concert. Non, ce n'est pas les moteurs. C'est autre chose. Une note très, très aiguë. Comme un sifflet pour chien. » Frédéric soupira bruyamment, attirant l'attention des musiciens voisins. « Écoute, tu es probablement fatigué. Tes oreilles te jouent des tours. Mets ton casque et repose-toi. » Il se replongea dans son magazine, signifiant que la conversation était terminée. Mais Julien ne pouvait pas se reposer. Le son était toujours là, une aiguille de glace se plantant dans son cerveau. Ce n'était pas un son normal. Il le savait. Son oreille, capable de distinguer un coma de différence dans l'accordage d'un violon, ne pouvait pas se tromper à ce point. Ce son était une anomalie. Une dissonance dans la symphonie du vol. Une note fausse. Et dans son monde, une note fausse était toujours le signe que quelque chose était brisé. Il ne savait pas encore à quel point cette intuition était juste. Il sentait simplement, avec une certitude grandissante, que cette petite note pure et cristalline était le son le plus laid et le plus terrifiant qu'il ait jamais entendu de sa vie. Julien essaya de rationaliser. Peut-être que Frédéric avait raison. Peut-être que c'était de l'acouphène, un sifflement fantôme généré par son propre système auditif, exacerbé par le stress du voyage et le changement de pression. Il ferma les yeux, se concentra sur sa respiration, essayant de faire le vide dans son esprit, espérant que le son disparaîtrait. Mais il ne disparut pas. Il resta là, constant, inébranlable, une ligne parfaitement droite tracée sur le chaos sonore de la cabine. C'était un son d'une pureté mathématique, ce qui le rendait encore plus étrange. Les sons mécaniques, comme le bruit des moteurs ou de la ventilation, sont complexes, composés de centaines d'harmoniques qui leur donnent leur timbre, leur couleur. Mais ce son était presque une sinusoïde parfaite, une fréquence fondamentale sans aucune harmonique perceptible. C'était un son contre nature. Il décida d'utiliser son don pour analyser la note, comme il l'aurait fait pour une pièce de musique. Il se concentra, ignorant tout le reste, et la chanta intérieurement. Il la compara aux références stockées dans sa mémoire auditive quasi parfaite. Ce n'était pas un do, ni un ré. C'était plus haut. Il continua à monter l'échelle. Il la trouva enfin. C'était un si, mais un si incroyablement haut, bien au-delà de la tessiture de la plupart des instruments. Un si de la 8e octave,
Pour être précis, une fréquence d'environ 15 800 Hz. C'était à la limite absolue de l'audition humaine, et il savait que la plupart des adultes, et en particulier les musiciens dont l'ouïe est souvent endommagée par des années d'exposition à des volumes élevés, ne pouvaient tout simplement pas l'entendre. C'était un son pour les enfants et les chiens. Et, apparemment, pour lui. Cette identification précise le rassura et l'effraya à la fois. Cela confirmait que le son n'était pas une hallucination. C'était un phénomène physique réel. Mais quelle pouvait en être la cause? Un problème électronique? Un appareil défectueux dans le bagage de quelqu'un? Cela ne correspondait pas. Un son électronique aurait probablement une légère fluctuation, une modulation. Mais ce son était d'une stabilité absolue, comme s'il était produit par un phénomène physique constant. Il se pencha à nouveau vers le hublot. Le son était indubitablement plus fort ici. Il posa sa main sur la vitre. Elle était froide, très froide, et elle vibrait légèrement, non pas au rythme des moteurs, mais à une fréquence beaucoup plus élevée, en sympathie avec la note aiguë. Il comprit alors. Le son n'était pas dans la cabine. Il venait de la structure même de l'avion. Il se souvint de son enfance, des leçons de physique que son père, un ingénieur, lui donnait. Il lui avait expliqué comment le vent, en passant sur un fil tendu, pouvait le faire vibrer et créer un son. Il lui avait parlé de l'effet Venturi, de la manière dont un fluide accélère lorsqu'il passe par un rétrécissement, créant une chute de pression et parfois un sifflement. L'image se forma dans son esprit avec une clarté terrifiante. L'air à l'extérieur, à 11 000 mètres d'altitude, était extrêmement fin et froid. L'air à l'intérieur de la cabine était pressurisé, beaucoup plus dense. S'il y avait une minuscule ouverture, une fissure dans la carlingue ou le hublot, l'air de la cabine s'échapperait à travers cette ouverture à une vitesse prodigieuse. Et ce passage d'air à haute vitesse à travers une petite ouverture créerait un sifflement. Un sifflement d'une fréquence très élevée, d'une pureté et d'une constance absolue. La note fantôme. Le son qu'il entendait n'était pas un problème électronique. C'était le son de l'avion qui se vidait de son air, molécule par molécule. Une peur glaciale, bien plus intense que celle qu'il avait ressentie face aux moqueries de ses collègues, le saisit. Il ne savait pas ce que cela signifiait en termes de danger. La fissure était-elle stable? Pouvait-elle s'agrandir? Il n'était pas un ingénieur aéronautique. Mais il était un musicien. Et il savait qu'une corde de violon, si elle est soumise à une tension trop forte, ne fait pas que se désaccorder. Elle finit par se rompre. Julien se tourna à nouveau vers Frédéric, sa main agrippant le bras de son voisin. « Frédéric, écoute-moi. Ce n'est pas une blague. Le son vient du hublot. Je pense qu'il y a une fuite. » Frédéric retira son bras avec agacement. « Une fuite? Julien, tu as regardé trop de films catastrophes. S'il y avait une fuite, on le saurait. Il y aurait une alarme, les masques à oxygène tomberaient. Détends-toi. Les capteurs ne peuvent peut-être pas la détecter, si elle est trop petite, insista Julien, sa voix montant d'un cran. Mais je peux l'entendre. C'est un son physique, je te l'assure. Son insistance attira l'attention des autres musiciens assis à proximité. La violoncelliste, une femme nommée Hélène, se pencha par-dessus son siège. Qu'est-ce qui se passe? Julien entend encore des voix. Frédéric eut un sourire narquois. Pire. Il entend l'avion se dégonfler. Il pense que nous allons tous mourir. Un rire étouffé parcourut les rangs. Pour eux, c'était juste un autre épisode de l'excentricité de Julien, une nouvelle manifestation de sa sensibilité excessive. Ils étaient habitués à ses obsessions sur la pureté du son, et ils transposaient simplement ce comportement à cette nouvelle situation. Ils ne voyaient pas un homme terrifié par une menace réelle. Ils voyaient un artiste névrosé qui ne pouvait pas supporter les bruits normaux d'un avion. Humilié mais déterminé, Julien comprit qu'il n'obtiendrait rien de ses collègues. Il devait s'adresser à l'équipage. Il appuya sur le bouton d'appel au-dessus de sa tête. Une jeune hôtesse de l'air arriva quelques instants plus tard, un sourire professionnel figé sur les lèvres. « Oui, monsieur? Je peux vous aider. »« Oui, mademoiselle, » dit Julien, s'efforçant de garder sa voix calme. « Je suis assis près du hublot 32A. Et j'entends un sifflement très aigu qui semble provenir de la structure, probablement du joint du hublot. C'est un son constant et très pur. » L'hôtesse de l'air garda son sourire, mais ses yeux montrèrent une lueur d'impatience. C'était probablement la 10e fois de la journée qu'un passager anxieux se plaignait d'un bruit étrange. « Je comprends, monsieur. Les avions font beaucoup de bruit inhabituel. C'est tout à fait normal. Je vais jeter un œil. » Elle se pencha, examina le hublot, passa sa main sur le joint. « Je ne vois absolument rien d'anormal, monsieur. Et je n'entends rien de particulier, à part les moteurs. »
C'est une fréquence très élevée, expliqua Julien. Vous ne l'entendez probablement pas. Mais je vous assure qu'elle est là. Pourriez-vous demander au personnel de maintenance de vérifier à l'atterrissage? Bien sûr, monsieur. Je le noterai dans mon rapport. Elle lui sourit à nouveau, un sourire qui signifiait clairement la conversation est terminée, et s'éloigna. Julien sentit le désespoir le gagner. Elle ne le prenait pas au sérieux. Personne ne le prenait au sérieux. Le mur du sarcasme et de l'incrédulité était infranchissable. Il était seul avec sa terrible connaissance. Il se sentait comme Cassandre, la prophétesse troyenne condamnée à prédire des catastrophes que personne ne croirait jamais. Il regarda ses collègues, qui avaient repris leur conversation, riant, ignorant le danger qui les menaçait. Pour eux, il était juste le pauvre Julien, le virtuose aveugle et un peu fou. Comment pouvait-il les convaincre? Chaque minute qui passait, la petite note fantôme continuait de siffler à son oreille, une note stridente qui lui rappelait que la coque de l'avion, cette fine peau de métal qui les protégeait du vide glacial de la stratosphère, était blessée. Et il était le seul médecin à avoir entendu le murmure de la blessure. Il devait trouver un moyen de se faire entendre, de briser ce mur de mépris avant qu'il ne soit trop tard, avant que la fine fissure ne se transforme en une brèche béante. Rejeté par ses collègues et ignoré par l'équipage, Julien se replia sur lui-même, non pas par dépit, mais par nécessité. S'il voulait convaincre qui que ce soit, il avait besoin de plus qu'une simple affirmation. Il avait besoin de données, d'une analyse, d'une preuve. Il se mit au travail, transformant son siège d'avion en un laboratoire d'acoustique. Il ferma les yeux, un geste qui, pour lui, n'était pas une fuite du monde, mais une immersion plus profonde en son sein. Il commença par déconstruire le paysage sonore de la cabine. C'était un exercice qu'il pratiquait depuis l'enfance pour comprendre son environnement. Il se concentra d'abord sur le son le plus puissant, le rugissement des moteurs. Il le décortiqua, en identifiant les différentes fréquences qui le composaient, le grondement grave des basses fréquences de la combustion, le vrombissement des turbines à moyenne fréquence et le sifflement plus aigu du flux d'air à haute vitesse. Il le classa, le mit de côté dans une boîte mentale. Il fit de même avec le deuxième son le plus important, le système de ventilation. C'était un son plus constant, un souffle large bande avec une dominante dans les fréquences moyennes. Il l'isola, le classa. Il continua ce processus avec chaque son de la cabine, le cliquetis des verres, le bruit des pas sur la moquette, le murmure des conversations, le froissement d'un magazine. Un par un, il identifia chaque son, l'analysa et le rangea mentalement. Après plusieurs minutes de concentration intense, il réussit à créer un silence relatif dans son esprit, un arrière-plan sonore où tous les bruits normaux et attendus avaient été filtrés. Et dans ce silence, la note fantôme ressortit avec une clarté et une évidence aveuglantes. Elle n'était plus un simple sifflement. C'était un signal pur, isolé de tout bruit parasite. Maintenant qu'il l'avait isolé, il pouvait en étudier l'anatomie. Il confirma sa fréquence, autour de 15 800 Hz. Il confirma sa stabilité absolue. Mais il découvrit autre chose. Le son avait une directionnalité extrêmement précise. En bougeant sa tête de quelques centimètres, il pouvait en moduler l'intensité. Lorsqu'il se penchait vers le bas, le son diminuait. Lorsqu'il se penchait vers le haut, il diminuait également. Il était maximal à un point très précis, à hauteur de la partie supérieure du hublot. Cela confirmait que la source était minuscule et localisée. Mais l'analyse la plus importante concernait la texture du son. Il se souvint des leçons de son père ingénieur. Chaque phénomène physique produit une signature sonore unique. Le son du vent dans les arbres est différent de celui du vent dans un canyon. Le son d'une corde de violon frotté est différent de celui d'une corde pincée. Il se concentra sur la texture de la note fantôme. C'était un son incroyablement lisse. Cela signifiait que la source de la vibration était un flux d'air laminaire, c'est-à-dire un flux d'air qui s'écoule de manière très ordonnée, sans turbulence. Et un flux d'air laminaire à cette vitesse et à cette fréquence ne pouvait être produit que par le passage d'un gaz sous haute pression à travers une ouverture extrêmement fine et régulière. Une fissure. Pas un trou rond, pas une perforation, mais une fissure. Une fissure de fatigue dans le métal ou le plexiglas. L'image devint de plus en plus précise dans son esprit. Il ne s'agissait pas seulement d'une fuite. C'était une fissure structurelle. Et il savait, de par sa connaissance de la physique, que les fissures de fatigue ont une tendance fâcheuse. Elles ne restent jamais stables. Sous l'effet des vibrations et des contraintes, elles s'agrandissent. Il tendit l'oreille à nouveau, se concentrant non plus sur la note elle-même, mais sur ses éventuelles variations. Il écouta pendant 10, 20, 30 minutes. Il était à la recherche d'un changement infinitésimal. Et il le trouva. La hauteur de la note, sa fréquence, n'avaient pas changé.
Mais son amplitude, son volume, avaient très légèrement augmenté. C'était à peine perceptible, une augmentation de peut-être 1 décibel, mais pour son oreille, c'était aussi évident qu'un coup de tonnerre. Le son devenait plus fort. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, la fissure était en train de s'agrandir. Lentement, mais sûrement. Il avait maintenant sa preuve. Ce n'était plus une intuition. C'était une conclusion scientifique, basée sur une analyse acoustique rigoureuse. Il avait le phénomène, la cause probable, et la preuve de son aggravation. Il ne pouvait plus rester assis. Il devait agir, et vite. Julien se détacha de sa ceinture de sécurité. Le simple clic de la boucle sembla résonner dans son esprit comme un coup de pistolet de départ. Il se leva, saisit sa canne blanche pliée dans la pochette du siège devant lui, et la déplia. Ce simple objet, symbole de sa cécité, allait devenir son instrument pour naviguer dans un monde d'incrédulité. Il fit un premier pas dans l'allée. L'espace était étroit, et il devait se stabiliser en posant une main sur le dossier des sièges. Il commença à avancer, lentement mais avec une détermination inébranlable, en direction de l'avant de l'avion. Son mouvement attira immédiatement l'attention. Une hôtesse de l'air, la même qu'il avait précédemment éconduit, se précipita vers lui. « Monsieur, veuillez retourner à votre siège. Vous ne pouvez pas vous déplacer dans la cabine comme ça. »« Je dois parler au commandant de bord, » dit Julien, sa voix calme mais ferme. « C'est une urgence. »« Monsieur, je vous ai déjà dit que tout va bien. S'il vous plaît, retournez vous asseoir, vous dérangez les autres passagers. » Ses collègues musiciens, qui l'observaient, commençaient à montrer des signes d'agacement et de gêne. Il était en train de faire une scène, de confirmer leur pire opinion de lui, celle d'un homme instable, incapable de se comporter normalement. Frédéric se leva à moitié. « Julien, arrête ton cirque. Assieds-toi. » Mais Julien l'ignora. Il resta planté au milieu de l'allée, un obstacle fragile mais inébranlable. « Mademoiselle, dit-il à l'hôtesse, je ne suis pas un passager anxieux. Je suis un expert en acoustique, et je peux vous affirmer avec une certitude de 100% qu'il y a une fuite d'air à travers une fissure structurelle près du hublot 32A. L'amplitude du son augmente, ce qui signifie que la fissure s'agrandit. Si nous restons à cette altitude, nous risquons une dépressurisation explosive. » Il avait prononcé ces mots d'une voix claire et posée, sans aucune trace de panique. La précision technique de sa déclaration, l'utilisation de termes comme fissure structurelle et dépressurisation explosive, déstabilisa l'hôtesse de l'air. Son sourire professionnel vacilla. Elle voyait maintenant non pas un passager névrosé, mais un homme qui semblait savoir exactement de quoi il parlait. Néanmoins, les protocoles étaient stricts. « Monsieur, je ne peux pas vous laisser aller au cockpit. C'est absolument interdit. Retournez à votre siège, et je transmettrai votre inquiétude au chef de cabine. » « Il n'y a pas le temps pour ça, » rétorqua Julien. Il sentait l'urgence monter en lui. Chaque minute que nous passons à discuter est une minute de plus où la fissure s'agrandit. Sa détermination était telle qu'il fit un pas de plus vers l'avant. L'hôtesse de l'air, maintenant rejointe par un de ses collègues masculins, lui barra le passage. La situation était en train de dégénérer. Julien savait qu'il était sur le point de franchir une ligne rouge, de passer du statut de passager difficile à celui de menace pour la sécurité du vol. Mais il ne voyait pas d'autre solution. Il devait se faire entendre. Il éleva la voix, pour la première fois. « Il y a une fissure dans la carlingue. Vous ne comprenez pas ? Nous sommes tous en danger. » Son cri alerta toute la cabine. Les conversations cessèrent. Tous les visages se tournèrent vers lui. C'était exactement ce qu'il voulait éviter, mais il n'avait plus le choix. C'est à ce moment qu'un homme plus âgé, le chef de cabine, arriva, attiré par l'agitation. Son visage était sévère. « Monsieur, quel est le problème ici ?» Julien se tourna vers la source de la nouvelle voix. « Le problème, monsieur, c'est que cet avion est en train de se fissurer, et que personne ne m'écoute. » Il répéta son analyse, avec encore plus de détails techniques, parlant de la fréquence, de l'amplitude, du flux d'air laminaire. Le chef de cabine, un homme d'expérience qui en avait vu d'autres, l'écouta attentivement, sans l'interrompre. Il regarda le visage de Julien, un visage aveugle mais empreint d'une certitude absolue. Il regarda ses propres membres d'équipage, désemparés. Puis il prit une décision. « Restez ici, monsieur. Ne bougez pas. » Il se tourna et se dirigea d'un pas rapide vers l'interphone du cockpit. L'intervention désespérée de Julien avait peut-être, enfin, brisé le mur du silence. Dans le cockpit, le commandant de bord, Arnaud Viguier, un pilote chevronné avec plus de 20 000 heures de vol, écouta le rapport du chef de cabine avec une incrédulité grandissante. « Laissez-moi récapituler, Paul, dit-il.
sa voix calme mais tendue par le filtre de l'interphone. Vous me dites qu'un passager, qui est aveugle, prétend entendre un sifflement que personne d'autre n'entend, et qu'il en a déduit que nous avons une fissure dans la carlingue. C'est exact, commandant. Mais il est très convaincant. Il utilise des termes très techniques. Il parle de la fréquence, de l'amplitude qui augmente. Paul, tous les instruments sont au vert, répondit Arnaud, son regard balayant le tableau de bord. La pression de la cabine est stable à 100%. Aucune alarme. Aucun avertissement. Le différentiel de pression est parfait. Son copilote, un homme plus jeune nommé Cédric, hocha la tête en signe d'approbation. C'est probablement un passager qui fait une crise d'angoisse, commandant. Ça arrive tout le temps. Je sais, Cédric. Mais un expert en acoustique, c'est ce qu'il prétend être, demanda Arnaud. Il est violoniste dans l'orchestre que nous transportons, répondit Paul. Apparemment, il a l'oreille absolue. Un silence s'installa dans le cockpit, seulement troublé par le léger sifflement de l'électronique et le rugissement lointain des moteurs. Un violoniste. Un artiste. Pas un ingénieur. L'explication la plus probable était psychologique. Et pourtant, quelque chose dans le rapport de Paul sema une graine de doute dans l'esprit d'Arnaud. La précision de la description. La localisation exacte du son. L'insistance sur l'augmentation de l'amplitude. Un passager en panique aurait été plus vague, plus hystérique. Cet homme semblait calme, analytique. Faisons une vérification visuelle, dit finalement Arnaud. Cédric demande à Paul d'aller inspecter très attentivement le hublot 32A et son entourage. Qu'il cherche la moindre anomalie, la moindre trace de givre inhabituelle à l'extérieur. L'ordre fut transmis. Quelques minutes plus tard, la réponse revint. Négatif, commandant. Le hublot est parfaitement clair. Aucune trace de givre, aucune vibration visible. Le passager insiste, cependant. Arnaud soupira. Il était sur le point de classer l'affaire, de demander à l'équipage de surveiller le passager et de lui administrer un calmant si nécessaire. C'était la procédure. Sa main se dirigeait déjà vers le bouton de l'interphone pour donner ses instructions. Mais il hésita. Une vieille règle de l'aviation lui revint en mémoire, une règle que son premier instructeur lui avait inculquée. Ne jamais ignorer une information, quelle que soit sa source, si elle concerne la sécurité de l'avion. Cet homme, ce musicien, était une source d'information. Une source non conventionnelle, certes, mais une source quand même. Paul, dit Arnaud dans l'interphone. Demandez au passager s'il a d'autres informations. N'importe quoi. Le son a-t-il changé de quelque manière que ce soit? Il y eut une minute de silence, pendant laquelle Arnaud pouvait presque entendre la conversation à l'autre bout de l'avion. Puis la voix de Paul revint, chargée d'une nouvelle urgence. Commandant, le passager dit, il dit que la hauteur de la note est en train de monter. Très, très lentement, mais elle monte. Il dit que la fréquence augmente. Et il dit que cela signifie que la fissure se propage sous l'effet de la tension. Cette information changea tout. Ce n'était plus une question de volume, mais de hauteur de son. Une augmentation de la fréquence. Pour un pilote, pour un ingénieur, cela avait une signification physique précise. Un changement de fréquence dans la vibration d'une structure signifie un changement dans les contraintes physiques de cette structure. C'était une donnée technique, une donnée terrifiante. Le doute laissa place à une inquiétude glaciale. Et si le musicien avait raison? Et s'il y avait vraiment une fissure microscopique, une blessure invisible que leurs instruments, conçus pour détecter des changements de pression plus importants, ne pouvaient pas voir? Et si cette fissure était en train de s'agrandir, se préparant à une rupture catastrophique? Le risque, même infime, était inacceptable. Arnaud échangea un regard avec son copilote. Cédric avait compris aussi. Son visage était devenu pâle. On descend, dit Arnaud. Déclare une urgence. Problème structurel non identifié. On demande un déroutement immédiat vers l'aéroport le plus proche. Sa décision était prise. Il allait faire confiance à l'oreille d'un musicien aveugle contre tous ses instruments. C'était la décision la plus étrange de sa carrière. Et peut-être la plus importante. La voix du commandant de bord, calme et professionnelle, retentit dans la cabine, annonçant qu'en raison d'une indication technique mineure, ils allaient se dérouter et effectuer un atterrissage de précaution sur l'aéroport de Shannon, en Irlande. L'annonce fut accueillie par un murmure d'inquiétude et de frustration parmi les passagers. Pour les musiciens de l'orchestre, c'était une catastrophe. Cela signifiait des retards, peut-être même l'annulation de leur premier concert à New York. Les regards furieux se tournèrent vers Julien, qui avait été raccompagné à son siège par le chef de cabine. Il était la cause de tout cela. Son caprice,
Son hallucination auditive allait leur coûter cher. Frédéric se pencha vers lui, sa voix un sifflement de rage contenue. « J'espère que tu es content de toi. Tu as réussi à faire peur à tout le monde avec tes histoires. Quand ils ne trouveront rien, tu seras la risée de tout le milieu musical. » Julien ne répondit pas. Il resta assis, silencieux, son visage tourné vers le hublot. Il n'entendait plus le sifflement. L'avion avait commencé sa descente, et la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur diminuait. Avec elle, la source du son s'était tue. Ce silence était à la fois un soulagement et une nouvelle source d'angoisse. Et s'il s'était trompé? Si tout cela n'avait été qu'un produit de son imagination? Le doute, qu'il avait combattu si vaillamment, revint le tourmenter. La descente fut tendue. Les passagers étaient silencieux, chaque petite turbulence interprétée comme un signe de danger imminent. L'atterrissage à Shannon se déroula sans incident. L'avion se posa en douceur sur la piste et roula jusqu'à une aire de stationnement isolée, où il fut immédiatement entouré de véhicules de pompiers et de maintenance, une procédure standard pour une urgence déclarée. Les passagers furent informés qu'ils devraient débarquer et attendre dans le terminal pendant que les techniciens inspecteraient l'appareil. En débarquant, Julien sentit les regards hostiles de ses collègues. Personne ne lui adressa la parole. Il était un paria. Il fut conduit dans un salon privé avec le reste de l'orchestre. L'attente fut longue et pesante. Après environ 1 heure, le commandant de bord, Arnaud Viguier, entra dans le salon. Il chercha du regard et se dirigea droit vers Julien. Un silence total se fit. Tous les musiciens s'attendaient à ce qu'il réprimande publiquement Julien pour la fausse alerte. Arnaud s'arrêta devant Julien. « Monsieur Dubois. »« Oui, répondit Julien, se levant. Je suis le commandant Viguier. Je voudrais vous serrer la main. » Il prit la main de Julien et la serra fermement. « Au nom de tout l'équipage et de tous les passagers de ce vol, je voudrais vous remercier. Vous nous avez sauvé la vie. » Un murmure de stupéfaction parcourut la salle. « Nos équipes de maintenance ont inspecté le hublot 32A, continua le commandant, sa voix résonnant dans le silence. Avec un équipement à ultrasons. Ils ont trouvé une fissure de fatigue microscopique dans le cadre métallique, juste à l'endroit que vous aviez indiqué. Elle était invisible à l'œil nu. Les ingénieurs de la compagnie aérienne ont confirmé que si nous étions restés à notre altitude de croisière, la fissure se serait propagée et aurait provoqué une dépressurisation explosive en moins d'1 heure. » Il lâcha la main de Julien et se tourna vers les autres musiciens, dont les visages affichaient maintenant un mélange de choc, de honte et d'incrédulité. L'oreille de M. Dubois a été un instrument de diagnostic plus sensible et plus fiable que tous les capteurs de notre Airbus. Nous avons tous une dette envers lui. Frédéric, le premier violon, regardait Julien, la bouche entr'ouverte. La certitude arrogante avait laissé place à une expression de pure stupéfaction. Il venait de comprendre que l'homme qu'il avait méprisé et ridiculisé pendant des années, l'homme dont il avait mis en doute la perception même de la réalité, était celui qui venait de le sauver. Julien, lui, resta simplement debout, silencieux. Il ne ressentait ni triomphe ni désir de vengeance. Il ressentait simplement le calme profond de celui qui a fait confiance à ce qu'il a entendu, le calme de l'accord final, lorsque toutes les dissonances se résolvent enfin en une harmonie parfaite.